ici à Dakar du livre de Awali Tal intitulé De la reine de Saba à Michelle Obama. Un livre qui revient sur le parcours d'un certain nombre d'héroïnes noires africaines. Je pense que la voix de Madame le professeur Fatou Sarr y reviendra tout à l'heure. Vous m'autoriserez juste, après bien évidemment vous avoir souhaité à toutes et à tous la bienvenue dans cet espace qui est le nôtre, cet espace que nous voulons un lieu d'échange et un lieu de dialogue, vous dire le plaisir qui est le mien d'être là au devant de ce pupitre pour dire deux mots à l'occasion du lancement de ce livre. Pourquoi? Parce que Awa est entré dans la famille de l'Harmattan comme on entre chez soi, avec toute la fougue, toute la dynamique et toute la chaleur humaine qui la caractérise. Awa est venu, s'est imposé à nous de la manière la plus naturelle possible. Je le dis tel que je le pense. Pourquoi? Parce que je croyais que c'était quelque chose qu'il nous réservait à nous. Mais après avoir voyagé avec elle, parce qu'on était à Alger pour présenter ce livre, où nous avons été reçus par les plus hautes autorités de la République algérienne, je me suis rendu compte de cette chose. Et en discutant beaucoup avec elle, l'adage qui dit, généralement je ne suis pas d'accord avec les adages, mais il y a un adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. Mais pour connaître qui est Awali, en fait, il faut sortir des frontières de notre pays. Moi, j'ai voyagé, je me suis retrouvé, professeur Fatou. J'ai reçu un appel. Quand le livre est sorti, Awa est l'invité du président de la République algérienne actuellement pour mener des recherches dans le cadre de son travail sur la tariqa Tijaniya. Quand le livre est paru, il y avait le SILA, le 4e salon du livre au monde, où il y a plus de 10 millions de visiteurs dans la semaine qui passent visiter, et je reçois un appel. Et il me dit, mais écoute Abdoulaye, le livre est sorti, pourquoi on n'irait pas à Algérie le présenter? Je dis, mais écoute, d'accord, mais aller en Algérie, c'est pas comme ça que ça se décide. Elle me dit, bah, t'inquiète pas. Et le lendemain, c'était vendredi qu'on a eu cette discussion. Le samedi matin à 9 h, je faisais ma grasse matinée après la mosquée, et c'est le directeur de cabinet du ministre de la Culture qui me réveille. Bonjour docteur, il dit oui, il me dit, mais écoutez, Monsieur le ministre de la Culture voudrait bien que vous lui fassiez l'honneur d'être son invité pour le salon du livre d'Alger. Je dis ok, d'accord. Et avec tous les honneurs, on me fait voyager, voilà. Mais j'arrive sur place. Et là, je me rends compte en fait qui était véritablement cette petite dame que nous voyons, qui venait nous mettre tous au repos pour que son livre paraisse. Et là, j'arrive. En fait, c'est vraiment les honneurs qui sont dus à un chef d'État qui nous est accordé. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas du tout, peut-être que tu m'en voudras ou pas, mais avant on arrive sur place, que ce soit le Premier ministre, le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation nationale, en fait, toutes les portes s'ouvrent et à chaque fois, elle est là, elle ne parle rien d'elle-même. Et tout le discours qu'elle développe, c'est le discours qui est en rapport avec la tariqa Tijaniya, avec les recherches qu'elle est en train de mener, mais surtout pour l'intérêt du continent africain. Ça c'est bien Awali Tal. Et je tenais quand même, Sokhna Fatou, à dire ces mots. Et sans parler, quand je parle d'honneur, c'est-à-dire, les mots me manquent. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de rencontre où tous les grands écrivains, les intellectuels qui viennent d'Irak, qui viennent des pays arabes, tout le monde se rencontre. Et on a eu l'opportunité de présenter le livre à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il suffit qu'on demande pour que ça s'exauce en fait. C'est comme s'il y avait une baguette, elle avait une baguette magique où on lui dit. Et en cela, quand même, je tenais à le dire. Et puis surtout,
à dire merci à Awa pour cette générosité, à dire merci à Awa, c'est-à-dire d'être elle-même, d'être de ces femmes qui, quand elles veulent quelque chose, quand elles sont engagées dans une mission, elles se donnent les moyens de leur politique. La preuve, les personnes qu'elle a conviées, surtout, parce que quand il s'est agi de présenter le livre, tout de suite, c'est venu me dire, mais écoute, c'est Fatsar qui va présenter le livre. Je dis, mais quand même, Khana, tu vas attendre qu'on le lui demande d'abord? Et elle me dit, non, non, j'en fais mon affaire. Elle prend son téléphone, elle appelle. Elle me dit, j'aimerais bien que ce soit Baba Mal aussi qui soit là. Je dis, ok, d'accord. On appelle Baba, Baba lui dit, mais écoute, il suffit de me dire que c'est quand. On lui dit que c'est quand, mais malheureusement, Baba ne peut pas être avec nous parce qu'il est à une levée du corps au moment où nous parlons. Il y a un de ses guitaristes qui est décédé. Voilà. Un certain Kolo Sal. Voilà. Il est au CTO pour cette levée du corps. Et puis surtout, terminer par ces mots, Awa, de prière à ton endroit et prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide tes pas, qu'il les solidifie et qu'il te pousse c'est-à-dire dans cette aventure, dans cette fougue et dans cette passion que tu as pour le continent africain. Parce qu'on a eu une séance de travail avec le ministre de la Culture d'Algérie. J'avais l'impression que c'était... en fait, elle était là. Monsieur le ministre, voilà ce que vous devez faire pour l'intérêt de l'Algérie, pour l'intérêt du continent. Et ça coulait de source, en fait. Et ce qui me donne l'occasion de saluer la représentante de l'ambassade d'Algérie, qui est là, qui a bien voulu être là parmi nous à l'occasion de ce lancement, et vous dire, madame, que j'ai découvert ce pays avec Awa, mais le ministre m'a intimé l'ordre d'être présent à chacun des salons. Pourquoi? Parce que c'est un pays, c'est un magnifique pays. C'est un pays où quand je partais, mon épouse me disait, mais dans le Fodjem Algérie, qu'est-ce que tu vas aller faire en Algérie? Mais quand je suis arrivé sur place, je suis littéralement tombé amoureux de ce pays. Pendant 10 jours, c'est-à-dire la chaleur humaine, on était au stand des exposants. Les gens venaient avec des paquets de gâteaux. Les gens venaient avec des fleurs. Tu faisais des interviews avec les gens. C'est-à-dire une chaleur humaine que je n'ai retrouvée qu'au Sénégal, en fait. Je disais à on discutait, me retrouvant en Algérie, je n'avais pas l'impression d'avoir quitté le Sénégal. Bravo, madame. Faites-vous notre porte-parole auprès de monsieur l'ambassadeur pour lui dire tout le plaisir qui est le nôtre d'avoir ce pays frère comme collaborateur. Merci. Merci à tous et surtout merci au professeur Fatsar dont l'agenda est très chargé d'avoir bien voulu être des nôtres. Je ne vends pas la mèche en disant qu'actuellement elle aurait dû être en haut lieu, mais elle a préféré quand même être avec nous avant de pouvoir continuer. Je redonne la parole tout de suite à madame le professeur Fatsar pour son mot en rapport avec le livre. Merci. Et je voudrais aussi, oui, tout à l'heure, je voudrais aussi, vous m'excuserez, saluer la présence de mon ami Amadou. Je l'avais complètement oublié parce qu'il est de la famille, on est tous les jours ensemble. Mais dire aussi que c'est aussi Awa. Awa, il me dit, mais écoute, on aura le ministre de la Culture. Je lui dis, mais attends, le ministre avec l'agenda qu'il a, il me dit, non, 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 Diara, sa femme, c'est ma petite sœur. Voilà, et merci Amadou quand même d'avoir pris de votre temps. Et puis faites-vous notre porte-parole auprès de monsieur le ministre pour tout le soutien qu'il est en train d'apporter en fait au travail que nous faisons. Et dites-lui qu'il pourra toujours compter sur nous dans ce partenariat. Professeur, vous avez la parole. Si ça marche? Ça marche. D'accord. Monsieur le représentant du ministre de la Culture, monsieur le directeur de Harmattan, chers amis et invités et chers Hawa, avant de te remercier pour l'honneur que tu me fais, c'est d'abord te féliciter pour avoir tenu ta promesse. En fait, l'idée de ce livre, au dernier forum social de Dakar,
Awa nous avait déjà donné un avant-goût sur ses recherches, sur toutes ces femmes qui ont eu une position de pouvoir en Afrique depuis près de 3500 ans. Oui, les femmes ont été au pouvoir en Afrique il y a près de 3000 ans. Et je crois que sortir un livre pareil, nous reviendrons sur le contenu, était un devoir. Et tu as tenu ta parole. Pour cela, nous devons te féliciter. Et surtout que c'est sorti à un moment où les thèses de Cheikh Anta Diop sont confortées par de nouvelles recherches, parce que le travail de Awa a pour support théorique la pensée de Cheikh Anta. Et je dirais que Awa, en cette période où tout le monde se souvient de Cheikh Anta, il doit être fier, là où il est, de voir que ses héritiers et ses héritières continuent sur la lancée qu'il avait initiée, sur le chemin qu'il a tracé pour l'Afrique, de la réappropriation de notre histoire. Monsieur le directeur de Harmattan vient de parler un peu, on va parler un peu du personnage de Awa. Awa qui, sur son chemin bouscule-tu, elle a toujours été comme ça. Je n'ai pas connu une autre Awa. C'est vrai, elle me fait un immense honneur de me demander de faire la présentation de son ouvrage avec une préface tellement amicale, mais qui me va droit au cœur. Mais je crois que c'est aussi plein de sincérité, parce que c'est vrai, nous avons tant cheminé ensemble, et même si par le hasard de nos itinéraires professionnels et de nos vies, nous nous retrouvons de temps à autre dans les différents continents de ce monde, nous avons toujours été liés par un fil conducteur. Et moi, je ne dirais pas Awa Lital, je ne sais pas comment on t'appelle maintenant, mais c'est Hawa Bokarli, Min Hawa Bokarli. C'est une histoire parce que Hawa Bokar, pendant que j'étais en Belgique, a momentanément vécu chez moi avec mon mari. Et mes belles-sœurs étaient offusquées de se dire, mais qui est cette femme qui va vivre pendant que Fatou n'est pas là, qui vit seule avec son mari? Ah, mais Awa, ils en ont eu pour leur grade. Quand Awa leur a sorti Min Hawa Bokarli, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. En rappelant les principes d'honneur, si Fatou me fait l'amitié de me laisser seule avec son mari, c'est parce que vous n'avez absolument rien compris. Et je crois qu'après, ils ont compris que c'était Hawa Bokarli. Et depuis lors, je crois qu'il y a eu un respect sacro-saint vis-à-vis de Hawa. Je voudrais parler avant de revenir sur l'Algérie. C'est un magnifique pays. Au dernier festival d'Alger, ils ont eu l'amitié d'inviter tout le continent africain à leur charge. Ils ont envoyé leur flotte un peu partout en Afrique et nous, Sénégalaises, nous en avons bénéficié. Nous avons voyagé gratuitement, logé et nourri gratuitement et ramené dans notre pays. Mais le seul problème, c'est qu'on leur a demandé de payer des taxes d'aéroport, alors qu'ils avaient envie de revenir vers cette Afrique mère, solidifier ces liens. Et c'est vrai, toute l'Afrique a été reçue comme de hautes marques au niveau de Alger. Et c'est à l'époque où le Sénégal, nous sommes revenus, nous avons dit, le Sénégal ne peut pas tenir son festival, son festman. Parce que ce que Alger a fait, notre pays est incapable de le faire. Il vous faut encore un temps de préparation. Et le festival s'est tenu après. Donc je crois que les amis algériens, et nous étions éblouis, moi, rien que sur l'aéroport, nous voyons 80 avions immobilisés sur le tarmac. Nous avons compté. Et on se dit, mais Air Sénégal, avec un ou seul 2 avions, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà un pays qui mérite d'être connu pour ses liens avec l'Afrique, pour son potentiel, pour ce qu'il peut faire. Et je crois que nous avons le devoir et l'obligation, pour l'amitié des peuples, d'aller plus loin. Donc merci Awa d'avoir aussi apporté un peu de ton talent, de ta capacité de tisser des liens
et de relier les personnes, parce que c'est en fait cela qui est important. Alors, cet ouvrage, quand je l'ai lu, j'ai dit oui. Awa, je l'ai toujours connue tenace. Quand elle a envie de quelque chose, elle y va jusqu'au bout. Ça, seuls des gens de conviction sont capables de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de wahwahet. Les gens peuvent tenir des promesses, faire des engagements, mais on retrouve en tout cas, pour moi, le modèle d'une génération qui avait des convictions et qui avait un idéal et qui se combattait pour quelque chose. Et donc, ce livre-là doit exister dans les rayons. Ce livre-là doit être discuté, commenté, parce que pourquoi, je disais tout à l'heure à mon ami Mahmoud, il nous faut que ces générations, qu'on leur donne de la matière pour la réflexion, qu'on leur donne des éléments qui les relient à leur propre histoire. Et là, nous allons venir sur le contenu de cet ouvrage, qui en fait est une sélection. Et quand on dit une sélection, compte tenu des possibilités, forcément, il y a des personnes, en tout cas des figures marquantes, qui ne seront pas là. Sinon, comme disait Mahmoud, ce serait une encyclopédie. Il y a des questionnements qu'on se pose. Elle est partie de la reine de Saba, c'est assez intéressant. La reine de Saba, Balkis, pour nous, pour le Coran, c'est-à-dire il y a quand même des controverses. Makeba était Balkis, Balkis sa mère. En tout cas, le Coran nous donne aussi sa version et le Coran nous parle de Balkis. La reine de Saba, pour le Coran, c'est Balkis. En terminant par Michelle Obama, d'un premier abord, on va se dire, mais qu'est-ce que Obama vient faire là-dedans, dans cette affaire-là? Qu'est-ce que la mère de Michelle Obama vient faire, qui est une blanche, il me semble, dans cette éloge aux femmes de pouvoir dans l'espace africain? Mais nous verrons pourquoi Awa a décidé de convoquer ces personnages-là. Elle a parlé de ces femmes de pouvoir dans l'Afrique du début des origines à une partie de notre histoire, parce que je crois que ce n'est pas la fin. Les femmes de la diaspora, mais des femmes aussi sur d'autres continents. Et nous voyons que la femme africaine, comme dit Cheikh Anta, en revenant sur ces théories, a toujours eu une position de choix dans notre espace. Et ce travail de Awa nous conforte. Nous autres qui nous battons pour le principe théorique de la parité, souvent les gens nous disent, oui, c'est des histoires d'occidentales. Mais le livre de Awa nous montre que c'est peut-être l'Occident qui a à apprendre de nous, mais pas nous de l'Occident. C'est la raison pour laquelle, quand Ndate-Yalla, dont on parlera ici, à un moment donné, nous l'avons brandi comme figure, c'était pour montrer que ce pays, la première force de défense que le colonisateur a eu à affronter, avait à sa tête une femme, c'était la reine Ndate-Yalla en 1855. Et la dernière personne à être déportée, c'était Aline Sitoé Diatta. Donc le fil de la résistance au Sénégal est tenu d'un bout à l'autre par des femmes. C'est ça la vérité historique. Et quand maintenant les femmes revendiquent des positions de pouvoir, on veut les renvoyer à l'Occident. Et nous, nous leur disons, le pays qui a été vaincu en 1855, certes, comme les Romains et les Gaulois, la civilisation n'était pas du côté des vainqueurs. Notre civilisation était en avance sur celle de la France, qui a attendu près de 90 ans, 89 ans, pour daigner donner le droit de vote aux Françaises, c'est-à-dire 1944, alors que le royaume du Wallo qu'ils avaient vaincu était dirigé par une femme. Donc, merci Awa de redonner à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine, à la jeunesse du monde entier, cette lecture de cette Afrique. Comme le disait Cheikh Anta, pourquoi les femmes ont eu cette place? C'était un modèle de société et un choix de société différent du modèle patriarcal que nous avons, qui est basé sur des rapports de domination.
le modèle féminin n'est pas forcément un modèle de domination. Et nous allons voir qu'il y a des reines qui ont exercé le pouvoir dans toute sa plénitude, toutes seules comme reines. Mais nous avons aussi à expérimenter les binômes au pouvoir, c'est-à-dire d'hommes et de femmes au pouvoir. D'ailleurs, le livre d'Hawa commence avec la première femme qui a été la première femme, Hatshepsut, qui a été consacrée comme pharaon dans l'histoire de l'Afrique et du monde. C'est la première femme au pouvoir connue dans l'histoire écrite. Mais nos mythes et nous renvoient, la mythologie nous renvoie à une présence des femmes très ancienne aussi, depuis Isis et Osiris. Parce que Isis et Osiris ont gouverné comme binôme. Et ça, on le retrouvera par la suite. Si je le dis, c'est parce que dans la pensée et la réflexion sur la parité, au lieu d'avoir des listes alternées, je suis en train d'expérimenter le modèle de binôme et non pas de listes alternées en le fondant sur notre culture et notre histoire. C'est pourquoi je dis que ton livre vient vraiment à point nommé. Donc, cette première femme, pharaon, évidemment, les gens n'en croient pas leurs oreilles ou quand on leur explique. Mais Hawa, dans son ouvrage, nous décrit tous les attributs et les fonctionnements de cette femme à cette époque. Et nous allons voir ce qui est intéressant dans l'exercice du pouvoir de ces femmes. Il y a une seconde leçon à apprendre. Leur manière d'exercer le pouvoir était différente. Quand elles ont exercé le pouvoir, la diplomatie était au cœur de leur pratique, ce que Balkis va montrer. Elles vont ouvrir le commerce par rapport à leur pays. Elles ont toutes été à la base d'une certaine stabilité pour un moment donné dans le développement économique. Mais entre cette femme, quand vous parlez de Hatshepsut, vous allez passer après à Candace, l'équivalent de Pharaon en réalité, au niveau de la Nubie. La Candace, donc ce sont ces femmes-là, c'est peut-être là où la théorie du matriarcat peut se valider. Parce que nous posons des interrogations. Ce n'est pas parce que le pouvoir passe par la mère que forcément c'est le matriarcat. Mais chez les Candaces, c'était de génération en génération des femmes qui gouvernaient. Et les Candaces, l'Égypte, pas l'Égypte plutôt, l'Éthiopie, si l'Éthiopie n'a jamais été un pays vaincu, on le doit à ces Candaces parce qu'il est resté un pays tout à fait libre. Alors, entre les deux, ces deux générations, de 1457 à la date où la Candace, il faut que je retrouve la date de Candace, à 332 avant Jésus-Christ, nous pouvons citer d'autres personnes comme la reine de Nubie, qui se trouve au muséum de Berlin en ce moment. Mais elle, voilà, elle a dirigé le Kemet, c'est-à-dire quand on renvoie à Cheikh Anta Diop sur les concepts de Khem, de Kemet, etc., on nous renvoie à un peuple qui était noir. Elle a dirigé presque près de 50 ans. Et voilà, elle donc qui a amélioré le commerce, protégé ses frontières, mais c'est parce qu'elle était aussi une femme très belle. Mais une autre femme très belle, on en a eu avec Nefertiti, que beaucoup de Sénégalaises connaissent, avec à l'époque les pendentifs qu'on portait. C'est toujours le royaume de Kemet, c'est-à-dire c'est le royaume des Noirs. Mais c'est les Candaces qui vont être impressionnantes dans leur modèle systématique. Peut-être que les anthropologues qui vont être à la recherche du fondement de cette thèse du matriarcat, qui devient un principe théorique, mais qu'il est difficile de prouver en réalité. Parce que quand on reviendra au Lébou, ma nièce Fatou Kiné Camara devrait être là, parce que c'est une aussi des fidèles de Cheikh Anta Diop. Parce qu'on me dit la société Lébou, République Lébou. Tu le dis dans ton ouvrage, ou même le Ndeye Djiréou, on parle de Ndeye Djiréou, on renvoie à la mère. Mais je suis étonnée que dans le pouvoir Lébou, je n'ai jamais vu une femme. Que ce soit le Serigne Dakar, le Ndeye Djiréou, le Saltigui, etc. Ils sont tous des hommes.
Donc, c'est une transmission du pouvoir par la mère, vous héritez par la mère, mais c'est les hommes qui exercent le pouvoir. Il faudra falloir qu'on regarde cet élément-là, mais n'empêche que les femmes ont une position de privilège dans cette Afrique-là, parce que les travaux de Cheikh Anta Diop remontent à très loin, à la nuit des temps, et quand on arrivera au XIIIe siècle avec Soundiata Keïta, nous reverrons effectivement dans ce qui est la plus ancienne constitution connue, même si c'est une constitution orale, la place des femmes dans 2 articles en tant que mère et par rapport à sa participation au pouvoir. C'est la charte du Mandé, c'est la charte de Karakoum-Fouga. Alors, mais ces femmes-là dont tu parles, je crois qu'il y a une dernière, avant Jésus-Christ, dont il faut parler, c'est Cléopâtre. Parce que c'était des femmes de pouvoir, parce que c'était la bataille avec son frère, parce qu'en réalité, c'est pourquoi je reviens sur les binômes, parce que c'est avec son jeune frère qu'elle devait gouverner. À un moment donné, il y a eu une lutte pour le pouvoir, et finalement, elle va être, elle va être chassée d'Alexandrie, et elle va nouer une alliance avec César. Et elle finira par avoir le contrôle absolu de ce pouvoir-là. Donc ça, c'est les périodes avant l'ère chrétienne. Mais même pendant cette ère chrétienne, le livre continue en nous ramenant en Afrique, mais en commençant par l'Afrique du Nord. Et dans l'Afrique du Nord, j'apprends des personnages que moi je ne connaissais pas. Lala Fatma Soumer, je ne la connaissais pas. La Zainab Tanzawit, je ne la connaissais pas. Mais ces femmes ont eu une ancêtre à elles, je peux l'appeler comme ça, parce que c'était la période coloniale. Et c'était pas une Kabyle avec cette Lala Fatma, mais elle a eu une ancêtre Kabyle, parce que ça c'était la résistance face à la colonisation. Mais il y a eu la résistance face à l'islam, par la Kaïna, la reine Kaïna, 685-87. Cette dame-là était aussi une femme berbère. J'ai lu un ouvrage sur cette femme extraordinaire et magnifique qui a combattu les Arabes, parce qu'en fait, elle combattait l'arabe, parce que l'islam est venu par le biais des Arabes. C'était 2 conflits et 2 cultures. Elle finira par être vaincue et décapitée, mais elle est restée dans la mémoire comme le symbole de la résistance à toute invasion étrangère. Donc c'est bien que cette Kaïna-là ait permis de produire d'autres femmes qui ont repris le flambeau, y compris pendant la période de la colonisation. Maintenant, on va dire qu'elle donne la part belle à l'Afrique. Ce n'est pas qu'elle donne la part belle à l'Afrique, c'est parce que c'est l'Afrique qui, dans l'espace du monde, a eu le plus de femmes au pouvoir. Si on fait la chronologie des présences des femmes dans tous les espaces, c'est en Afrique qu'on trouvera le plus grand nombre de femmes qui ont gouverné. Et je dis, c'est la colonisation qui est venue nous mettre en arrière, mais notre histoire, c'est pourquoi, merci encore, je le dirai tout le temps, de permettre aux Sénégalais de savoir que ce que nous sommes en train de défendre, c'est notre héritage. Et c'est bien de nous ramener à ce que Cheikh Anta, parce que c'est l'un des premiers féministes, à mon avis, du Sénégal, de par ses travaux et ses recherches. Alors, parmi les reines dont tu parleras, tu as parlé de Anne Zinga, je crois. Tu commences par les Africaines héroïnes d'hier et d'aujourd'hui. Donc, on commence par les héroïnes d'hier. Je crois que c'est la reine Anne Zinga. Mais avant Anne Zinga, on peut en parler d'autres. Hein. On peut parler de la reine Zaïra du Niger. Et celle-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant 34 ans qu'elle a tenu tête à l'étranger. Évidemment, elle finira, elle aussi, par être battue, parce que les Anglais ont réussi par la supériorité militaire. C'est ce qui s'est passé un peu partout en Afrique. Il y a aussi la reine-mère Ashanti du Ghana. De toute façon, le Ghana à côté, tu as parlé de la reine Pokou. Et la reine Pokou, je crois qu'il faut être une femme pour accepter le sacrifice ultime.
Seules les femmes sont capables de ce type de sacrifice. Et c'est ce que nous enseigne l'histoire de la reine Pokou dont tu as parlé. Et maintenant, notre fameuse Anne Zinga. Ces femmes, Anne Zinga a donné une leçon pour les générations suivantes parce que Anne Zinga s'est battue contre l'esclavage. Elle a tenu tête aux Portugais pendant tout son temps parce qu'elle était contre ce commerce de l'ébène noir et d'humain. Mais elle va donner des émules parce que ce que la mère de Tchaka Zulu va faire, elle le fait sur la base, elle a repris ce flambeau-là de la résistance face à la traite négrière. Donc on a eu des femmes qui se sont levées, qui avaient une pleine conscience de quels étaient les enjeux. Je crois qu'aucune reine noire n'a vendu des esclaves. Si, pour le moment, là où j'en suis dans mes recherches, et ce sont les hommes qui ont vendu les hommes. Les reines noires n'étaient pas pour l'esclavage. Et oui, c'est ça des vérités historiques sur lesquelles il faut revenir. Et elle nous parle aussi des Amazones, du Dahomey. Et j'ai appris, en tout cas dans les lectures, que la dernière Amazone est morte dans les années 70. Les gens pensent que c'est une fabulation de l'esprit, les Amazones. Non, ce n'était pas une fabulation, c'était une armée qui a été faite par le roi Béanzin pour pouvoir, par rapport à la qualité, qui se sont spécialisés. C'est pour montrer simplement que dans les rôles et les fonctions, il suffit juste de formater les gens, ils seront capables de le faire. Alors, la grand-mère du Zimbabwe, on l'appelle Grande Maze, je ne sais pas si tu en as parlé, c'est Nehanda Mbouya. Elle aussi, elle a été une source d'inspiration du nationalisme pour la libération. C'est-à-dire, c'est elle qui est l'ancêtre du mouvement nationaliste de ce qui s'est passé au Zimbabwe. Donc, nous avons énormément d'histoires à rapporter. Et la dernière, c'est la reine de Madagascar, qui elle aussi s'est battue jusqu'à la fin et on a fini par la déporter. Ça veut dire que toute l'histoire des femmes que nous avons eues, où elles ont été vaincues, c'est-à-dire quand on parle de résistance nationale, on a tendance à nous apporter uniquement des hommes et à ne pas sortir et fouiner. C'est le cas du Sénégal. Quand on nous dit que la résistance nationale commence par la Dior, c'est archi faux. La première résistance nationale, en tout cas en termes d'affrontement, de confrontation, je ne parle plus des époques des El Hadj Omar, d'affrontement en termes de territoire, de guerre pour la conquête du territoire, c'est Ndate-Yalla. C'est 1855. La Dior, à l'âge de son fils, Sidia, qui a été déporté au Gabon. Mais tout d'un coup, le Sénégal décide que l'histoire de la résistance commence avec la Dior. Ce n'est pas sérieux. La Dior est un héros. Ce n'est pas de cela que nous discutons. Mais de vouloir commencer la résistance 30 ans après, celle qui la première a ouvert la confrontation avec le pouvoir colonial en décidant de la mettre dans l'oubli, c'est ça qui n'est pas normal. C'est pourquoi je vous dis, l'histoire de la résistance au Sénégal est tenue d'un bout à l'autre par des femmes. La première confrontation, c'est le Nord, spatialement et dans le temps, 1855. Et la dernière déportée, c'est Aline Sitoé Diatta, c'était au sud. Et c'est là où on a clos la colonisation au niveau du Sénégal. Et le livre que Hawa fait permettra de manière scientifique d'établir aujourd'hui toutes les positions, parce que les mouvements de femmes, leur faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas de pensée théorique. C'est ça que j'écris dans le livre Résistance politique, lutte politique et résistance féminine en Afrique. Il leur manque un cadre d'action unitaire et il leur manque une pensée politique. Sans pensée politique, on ne peut pas transformer la société. Il ne suffit pas de se retrouver de manière sporadique pour crier contre le pouvoir, revendiquer une sucette par-ci et par-là, mais il faut avoir une pensée cohérente qui s'inscrit dans le temps. Et je crois que c'est ça l'intérêt du livre de Hawa, va être une source d'inspiration
va être une possibilité de construire l'argumentaire, parce que nous avons besoin d'argumentaire pour pouvoir tout cela. Et Awa ne parle pas simplement du passé, mais parle aussi du présent. Et dans ce présent, elle parle, on n'est pas simplement des femmes de pouvoir, mais on est une femme de savoir, on est aussi des femmes de science. Ça ne me vient plus en tête, une des premières mathématiciennes était une égyptienne, le nom me reviendra. Mais en nous parlant de, comment elle s'appelle, l'environnementaliste, elle s'appelle comment encore l'environnementaliste? Non, Matanga, tu l'as ici, la Kenyane. Wangari, voilà, c'est Wangari Maathai. J'ai dit à côté de Wangari Maathai, je mettrai aussi Rose Dieng. Rose Dieng qui était première africaine à l'école polytechnique de Paris, où elle sort avec un diplôme d'ingénieur, de docteur en informatique à Paris Sud. C'est elle, au lendemain de l'invention du web, et bien avant sa diffusion planétaire, elle s'est attaquée au problème de la modélisation des connaissances. C'est-à-dire ce qu'on a appelé le Minitel français, c'est une personne comme Rose Dieng fait partie de ceux qui l'ont établi. Malheureusement, elle est partie très tôt, cette femme, elle est née en 1950 je crois, elle est partie trop tôt, elle a obtenu le prix Irène Joliot-Curie en 2005, qui récompense les femmes scientifiques d'exception par le gouvernement français, et elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur. Donc c'était une scientifique accomplie, qui a contribué au développement de la France dans le domaine des technologies et des sciences de l'informatique. Alors, il y en a peut-être d'autres qu'il va falloir célébrer, mais comme dit Mahmoud, ce n'est pas une encyclopédie. Il fallait faire les choix les plus marquants qui puissent aider la jeunesse. J'ai beaucoup aimé aussi le choix porté sur un certain nombre de personnes qui sont là, comme Aminata Traoré du Mali. Aminata, c'est une révolutionnaire accomplie. Elle a écrit beaucoup, elle a beaucoup publié, elle a les prolixes en matière d'écriture. Elle a été la figure féminine de l'altermondialisme. Elle est souvent au Sénégal, elle vient avec Enda. J'ai appris à côté de Awa comment il faut faire avec les capitalistes de ce monde. En tout cas, c'est une femme qui est pleine de cran, mais seulement d'initiative. Et je suis heureuse que tu l'aies célébrée ici, parce qu'on ne célèbre pas assez les femmes qui font sur notre continent. Aminata a beaucoup fait pour le Mali. Une fois, je leur ai dit, si vous n'en voulez pas, nous l'amenons au Sénégal. Aminata, c'est une femme d'action, de réflexion, de pensée et d'action. Elle a dallé son quartier, les quartiers poto-poto que vous connaissez. Donc, c'est vrai, elle a la cuisine africaine, la couture africaine. Elle a toujours porté l'Afrique avec elle. C'est ça, son hôtel, Ampateba. Donc, elle a porté tout avec elle. Et en même temps, elle est au cœur des populations pour les aider à apporter une réponse à leurs problèmes. Elle a été bien sûr ministre de la Culture sous Alpha Omar Konaré, et tu le décris bien dans le livre. Elle a décidé de partir parce que c'est des femmes de principe. Ce ne sont pas seulement des femmes qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir, mais des gens qui ont une conviction forte. Et évidemment, les hommes au pouvoir n'aiment pas ce type de femmes. Mais elle a choisi de s'en aller plutôt que de rester dans les dorures du pouvoir. Tamarou Touré, c'est vrai ce que tu dis sur cette dame. C'est pourquoi je dis qu'on ne célèbre pas assez les femmes qui font des choses, parce que les villages SOS sont confondus avec son nom. Et tu le dis dans son ouvrage, si on devrait les décliner, leur nom, c'est Tamarou Touré, ce serait ça leur déclinaison. Voilà des gens qui... Mais surtout, c'est des engagements sur toute une vie où la personne n'a jamais flanché, jusqu'à aujourd'hui. Mais Tamarou, ce n'est pas simplement les villages SOS, Tamarou, c'est aussi la culture. Je crois que tu l'as mis, sa fabuleuse collection de bijoux africains, qui ont été publiés d'ailleurs, que j'ai retrouvé un jour, c'était à Annette Bay d'Erneville. C'est par vous. Ah ben voilà.
Donc c'est magnifique et c'est fabuleux. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le social, mais c'est aussi la culture, cette femme-là. Et puis, bien sûr, Winnie Mandela. Je dis, s'il n'y avait pas Winnie, Nelson n'aurait pas existé. Parce que oui, Nelson était au trou dans sa prison, oublié de tous. Mais c'est Winnie qui a porté le nom de Mandela là où il est arrivé aujourd'hui. Et c'est une injustice extraordinaire qu'on a faite à cette femme, par ce qui s'est passé par la suite. Mais je pense que l'histoire, qu'on le veuille ou non, jusqu'à présent, aujourd'hui, Winnie continue à vivre dans les quartiers populaires. Winnie n'a pas de problème avec sa base au niveau de l'Afrique du Sud. Avec tout ce qui s'est passé avec les nouveaux dirigeants de l'ANC, qui ont dévié l'ANC de ses objectifs. En fait, le conflit de Winnie avec Nelson, c'était un conflit idéologique. De principe, parce que Nelson était devenu presque un prêtre, je crois. Peut-être qu'avec sa prison, il a été inspiré par Dieu, la paix, le pardon, etc. Et Winnie a dit niet. C'est en fait ça, Winnie ne pouvait pas me pardonner à tous ces Blancs avec tout ce qu'ils leur ont fait. Elle est restée la combattante, elle est restée la personne qui vit encore dans les bidonvilles et avec le peuple, et Winnie est la mère de la nation. C'est-à-dire ce titre-là, je crois que personne ne va le lui enlever. Et je pense que des livres comme celui de Awa, comme d'autres, redonneront à Winnie la véritable place qu'elle mérite. Dans son ouvrage « Ma part de vérité », on en sait sur ce que cette femme, ce que l'autre qui a sacrifié toute sa vie. Mais voilà comment, quand le pouvoir masculin décide de détruire une femme, on ne peut pas y résister. Alors, tu as parlé d'autres, et cela, maintenant, elle nous apprend des choses. Parce que les Africains de la diaspora, on ne les connaît pas très bien. Et c'est bien de nous parler de toutes ces femmes, y compris au Canada où j'ai vécu, à un moment donné où on était ensemble, mais toutes ces personnes-là, on ne les connaissait pas. Et on doit te dire merci, de montrer qu'en fait, l'Afrique, non seulement est la mère de l'humanité, qui a permis aux hommes d'essaimer un peu partout par les différents détroits, mais l'Afrique a essaimé aussi des femmes de valeur qui aujourd'hui se trouvent. Tu as décrit tout le travail, toutes les femmes aux États-Unis. Cette Rosa Parks, qui en fait, c'est par une femme que les Américains ont été libérés de la dernière forme d'oppression des hommes blancs aux États-Unis. C'était l'œuvre d'une femme. Donc, quand on nous parle de Louisa Mazin aussi, chef de la révolte des hommes, j'aime beaucoup ce titre aussi, chef de la révolte des hommes. Parce que souvent, c'est parce que c'est les femmes qui sont... Les femmes n'abdiquent pas par rapport à leurs devoirs et par rapport à leurs principes. C'est pourquoi quand Faidherbe a vaincu Ndaté par la supériorité militaire, Ndaté n'a pas voulu, c'est les hommes qui ont fini par déserter. Alors, et je raconterai une histoire sur Ndaté, entre parenthèses. Ndaté était une souveraine, comme je dis, avec sa pipe royale. Dans la famille, on n'aime pas beaucoup Ndaté. Il a fallu ces dernières années pour savoir qui est. On ne parle que de Ndjembet. Parce que Ndaté ne correspond pas au modèle de la femme sénégalaise d'aujourd'hui, islamisée, etc. Ndjembet était bien parce qu'elle était une femme sans histoire, mais une femme terriblement politique. Parce qu'elle a épousé le roi du Trarza, parce qu'elle savait que le fils pouvait hériter là-bas par le système patriarcal et ici par le système matrilinéaire. Alors, et tu as fait la comparaison. Mais Ndaté, nous savons quand est-ce que le miroir, c'est par Ndaté que je sais quand est-ce que le miroir est arrivé au Sénégal, c'est tout. Quand Ndaté s'est vu la première fois dans une glace, elle dit, mais je ne savais pas que je suis si belle. Je suis tellement belle. Et j'ai un mari qui est tellement moche. Parce que les Kayoriens sont grands, noirs, des yeux gros. Elle a divorcé son mari, elle en a épousé un autre. Et évidemment, ça, quand on utilise nos grilles de lecture aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Mais j'ai dit, elle fumait sa pipe, elle a vécu comme un véritable braque, même si elle ne l'était pas.
En réalité, Ndate et Ndiambe n'ont jamais été élus braques. Elles se sont débrouillées pour élire leur cousin. Elles l'ont exilé à Khouma, elles lui ont trouvé une épouse, elles ont gouverné à sa place. À tel point que tu rappelles la belle phrase, quand elle parle au gouverneur, elle lui dit « Le Walo m'appartient à moi et à moi toute seule ». Et quand elle lui dit, son mari est à sa gauche et le braque est à sa droite. Mais elle dit, le Wallon m'appartient à moi et à moi toute seule. Donc, ramener ces femmes, à mon avis, il y a un fil conducteur. Ce que j'essaie de retrouver dans ton ouvrage, c'est quelles sont les caractéristiques communes à toutes ces femmes que tu as décrites. C'est la constance, c'est le courage, c'est le sens de la dignité. Même si elles sont des diplomates, elles ne sont pas pour la compromission. C'est ça que j'apprends de ce travail-là. Maintenant, avec les dernières générations, tu as parlé d'une femme fabuleuse aussi, Nyama Bachiri, princesse du Gadjaga, achetée esclave. Et je dis, quand tu as un destin royal, quel que soit ton espace, tu as une attitude royale. Mais quand elle va être déportée, c'est aux îles de la Réunion, mais elle finira par être épousée par un scientifique qui préfère se mettre à dos les lois coloniales que de laisser tomber son épouse. Heureusement qu'entre-temps, les lois ont changé, mais elle a eu un destin princière aussi dans sa condition d'esclave, parce qu'elle a été épousée par un éminent scientifique français, et son fils sera aussi un inventeur. Donc je dis, il y a quelque part le destin de Dieu, quand il décide que vous serez là, quel que soit l'espace où vous serez, c'est ça le sort qui est arrivé à Nyima Bachili, qui mérite aussi d'être célébré. Parce que quand je dis dans Nder, la série, nous allons aller à la recherche de toutes nos héroïnes. On a beaucoup d'héroïnes au Sénégal. J'expliquais tout à l'heure que nous avons une Fanta Canal de Baldé, du Fouladou, qui a gouverné jusqu'en 1905. Mais les gens ne la connaissent pas. C'est la cousine de Moussa Molo. Tout le monde connaît Moussa Molo. Mais on ne connaît pas Fanta. Mais Fanta, parce que Moussa Molo a assassiné tout ce qui était prétendant au pouvoir. Et quand on a assassiné son frère, elle est venue, elle s'est dénudée devant Alpha. Elle lui a dit, tue-moi maintenant, puisque tu as terminé tout le monde. Et là, Alpha, finalement, lui a confié une province. Mais les Français, ce que je découvre, parce que c'est dans les archives, ils disent, oui, elle pillait les populations. Ils ont dit la même chose de Ndate, parce que Ndate, à un moment donné, a dit, je remets en question l'île que vous a cédée mon grand-père. Et maintenant, je reprends mon dû. Et il continue à ce qui est le sort de Saint-Louis aujourd'hui, à lever les impôts. Mais les Blancs, quand Ndate vient à Gandon et à Sor gagne lever ses impôts, on lui dit qu'elle fait du pillage. Et c'est le même discours que je vais retrouver, c'est Fanta Canal de Baldé. Quand Fanta prend ses impôts, le Toubab dit que c'est du pillage. Mais lui, le Français, lui, quand il nous pille, il appelle un impôt. Alors donc, nous revenir sur ces personnes, sur les dernières, c'est vrai que Taubira, il y a une facette de Taubira qui est intéressante, parce que de par ses origines guadeloupéennes, arrivée, une femme de la diaspora, arrivée à cette position qu'elle a dans l'espace français, c'est quand même des choses aussi, c'est sa forte personnalité qui a salué, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais elle a réussi quand même dans un espace où ce n'était pas évident à ouvrir la porte aux autres. Parce que, comme me le disait Aïssata Tall Sall, le rôle des femmes, c'est d'ouvrir les portes pour que des autres puissent s'engouffrer. Et c'est ce que tu es en train de faire aussi, Hawa. Et en venant maintenant, le plus curieux maintenant, Michael Jean aussi, c'est vrai, je connais son pays, je connais très bien Haïti pour avoir travaillé souvent pour les Nations Unies dans ce pays-là, qui est intimement lié au Canada d'ailleurs, leur propre histoire. Ce que Michael Jean est en train de faire, surtout ce que j'admire en elle, c'est de se souvenir de ses origines. Et quand le dernier discours de Trump, elle a eu une belle réplique à l'émission qu'elle a eue avec Mahmoudou Ibra Kane
en affichant du mépris pour ce que Trump est en train de faire. C'est-à-dire, quel que soit son nouveau pays d'accueil, l'espace qu'elle connaît, c'est de ne pas oublier d'où elle vient. Et c'est ça qui est très beau avec cette belle femme qui est Michaëlle Jean. Alors, tu termines avec Michelle Obama. Mais en parlant de Michelle, j'ai demandé, mais qu'est-ce que la mère d'Obama vient faire parmi les héroïnes africaines? Alors, dans un premier temps, c'est oui, quand je vois la table de matière, quand on lit dans un premier temps une lecture rapide, on essaie de voir où est-ce qu'elle va. Je dis, mais qu'est-ce que Awa encore, ça c'est vraiment du Awa. Qu'est-ce que cette femme toute blanche vient faire chez nous? Elle n'a pas, à ce que je sache, aucun grain de mélanine dans sa peau. Mais Awa lui rend, c'est à elle que Awa dédie cet ouvrage en réalité. Et je crois que c'est magnifique. Ce qu'elle dit, c'est magnifique. À toi, vaillante mère, qui a su lier les 3 A, Amérique, Afrique, Asie, en un gigantesque A comme amour entre humains. Je crois que cet ouvrage ne doit pas être la célébration des Africaines dans une logique sectariste ou simplement de glorification, mais en fait le message de l'Afrique à l'humanité, c'est l'humanisme. C'est l'Afrique qui a fécondé le reste du monde et une personne qui a eu l'intelligence d'être, parce que finalement, à partir du moment où elle a mis au monde un enfant africain, elle est africaine. À partir où elle a mis au monde un enfant asiatique, elle est aussi de ce continent-là. Mais je crois que la célébration, c'est de nous avoir offert un Obama. Et je crois que ton ouvrage, parce que l'ouvrage, tu l'as fait avant Obama. L'idée, on en a discuté, Obama n'était pas là. Mais comme tu le dis, l'arrivée de Obama a été un moment galvanisateur qui a permis à Awa finalement d'accoucher d'une très longue gestation, parce que ça c'est un vieux projet de Awa, de nous faire connaître le parcours de toutes ces Africaines depuis plus de 3000 ans, pour que plus jamais on ne vienne nous dire vous copiez les Occidentales, c'est nous qui donnons la voie à suivre à l'Occident, en tout cas en matière de femmes, en matière d'humanité, en matière d'humanisme et de droits des femmes. Et on te remercie aussi de renvoyer à Cheikh Anta. Bon, le débat entre est-ce que c'est matrilinéaire ou patrilinéaire, je crois que c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de montrer la place des femmes et de l'avoir décrit et de nous ouvrir des portes pour qu'on continue la recherche, parce qu'elle ne doit pas s'arrêter ici. Mais le problème, comme je dis, il est venu le moment au Sénégal d'avoir d'autres Ndate. Il est venu le moment pour que des femmes gouvernent ce pays. Mais ce n'est pas par le discours que cela se fera. Il y a un énorme travail à faire, il y a du chemin à faire. Et comme je dis, s'il n'y a pas une pensée politique qui lie la lutte des femmes pour décliner le projet de société qu'ils veulent pour leur pays, cela ne se fera pas. Et cet ouvrage-là fait partie des jalons qui vont nous aider à aller à la construction de cette pensée, parce que c'est quand nous savons d'où nous venons, c'est important qu'on retourne sur cela, que nous pourrons savoir où est-ce que nous pouvons aller en bombant le torse et en regardant le reste du monde avec fierté. Nous avons des raisons d'être fiers de nous, fiers de nos origines, fiers de nos racines, mais fiers de Awa, qui nous a permis aujourd'hui de faire ce lien-là. Donc nous te sommes redevables pour tout cela, Awa. Nous devons te remercier, nous devons te féliciter, nous devons t'ovationner. Mais je dis que Awa, tu méritais ta place dans cet ouvrage. Mais comme on dit, on n'écrit pas sur soi. Mais j'espère que d'autres produiront d'autres ouvrages dans lesquels Awa aura sa pleine place. Et je crois qu'au moment où on parle de l'histoire générale du Sénégal, on parle de ce retour à nous-mêmes. Je ne parle même pas de ce retour à nous-mêmes. Nous devons aussi célébrer celles et ceux parmi nous qui sont capables de nous donner cette possibilité. Et
beaucoup de femmes voulaient être ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première dame qui fait sa soirée annuelle avec les femmes. Et des femmes m'ont dit, il faut demander à Awa de reporter parce que nous voulons assister. Parce que je leur racontais tout simplement, peut-être que quand je raconte aussi, je transmets un peu de ma passion, de ce que je retrouve dans cet ouvrage. Elles m'ont dit, nous aussi, on veut être là-bas. Je dis, mais c'est trop tard, on ne peut pas le faire. Peut-être qu'on peut demander à Awa, dans un autre espace, de venir parler aux femmes. Si on peut en organiser, on verra très bien. Mais en tout cas, c'est pour te dire, beaucoup de femmes auraient voulu être ici, mais il y a eu des concours de circonstances. Mais moi, je leur ai dit, mon métier, c'est d'être chercheur. Ma place, c'est d'être à côté d'une chercheure. Et quand j'aurai terminé avec elle, j'irai auprès de la mondanité. Alors, merci beaucoup, Awa, pour l'honneur que tu me fais, le plaisir que tu nous fais, mais aussi nous avoir permis d'améliorer notre connaissance sur l'histoire des femmes africaines. En tout cas, magnifique ouvrage. Et merci à Diallo d'avoir su publier tout cela. Donc, ça me fait plaisir. Donc, ça valait la peine que je vienne ici en plus. Mais en tout cas, on aura d'autres occasions de nous voir. Et merci beaucoup. Donc, je redonne la parole au maître de cérémonie pour nous dire quelle est la suite. Bah, écoutez, on donne tout de suite la parole à M. Amadou Ndiaye, représentant le ministre Abdoulatif Coulibaly et le directeur du livre et de la lecture. Je vous donne tout ça. Docteur Abdoulaye Diallo, j'ai envie de vous dire ou de vous rappeler tout de suite que c'est l'obligation de contexte qui me fait parler aujourd'hui. Sinon, je n'aurais jamais osé prendre la parole devant cette personne qui est devant moi. J'ai nommé Éminence Maki Muntaga Tal. Je suis Poulard et issu d'une famille qui était très proche de son papa. Il connaît très bien El Haj Mamoudou Ndiaye. Je suis un frère à Habib Ndiaye. Rien ne se passe chez moi sans qu'un des leurs ne le préside. Mais Ndiafoda Kamtal, c'est l'obligation de contexte qui m'oblige à prendre la parole devant vous. Éminence Maki Muntagatal, Madame la représentante de l'ambassade de la République d'Algérie, Docteur Fatou Soussar, Docteur Awali Tal, Docteur Abdoulaye Diallo, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous présenter, comme Abdoulaye l'a dit, les regrets de M. le ministre de la Culture qui avait souhaité être personnellement ici, à cette cérémonie. Mais comme vous le savez, à ce niveau de responsabilité, il est très difficile de maîtriser son calendrier. Le directeur du livre et de la lecture étant lui-même absent, donc c'est tout naturellement que je viens représenter le département à cette belle cérémonie. Remercier et féliciter Dr Abdoulaye Diallo et la maison d'édition Harmattan pour la publication de cet ouvrage. Cet ouvrage que Dr Sarr a qualifié ou présenté tout à l'heure comme fruit d'une conviction, les Poulards disent, sinon Beito il a dit, Suhuni Nibi Koigonga Bari. Et de l'anecdote tout à l'heure racontée par Docteur, parlant du séjour d'Awa Sezel, disent Kowondirani Nundal Sertat et Semtere. Faut traduire là. Les Wolof, ils disent pour une traduction, Sohuni Nibi Koy Gonga Bari. Les Wolof disent lu yag deug la. Waye deug su yagge
dafa fekk su mbir yàggee dafa fekk cëslaayam di dëgg dafa wéeru ci dëgg. Parlant de vos relations avec Awa, je disais tout à l'heure que wondirani nundal sertat et semtere lu àndul ci maandu tàggoo ci wu fen li mu nekkoon dëgg doon maandu moo waral mu yàgg ba tey nga présenter livre bi donc lu yàgg dëgg la. Merci docteur. Je voudrais donc au nom du ministre de la Culture féliciter Dr Abdoulaye Diallo et son auteur pour la publication de cet ouvrage de conviction, comme il a dit, qui est une belle contribution dans l'immense tâche de la réappropriation de notre histoire. Et à la lumière de la présentation de docteur tout à l'heure, nous pouvons dire que cet ouvrage est bel et bien une facette de notre histoire à nous, contée par une des nôtres. Donc je voudrais, au nom du ministre de la Culture, féliciter encore une fois l'auteur pour avoir publié cet ouvrage qui est à coup sûr un support de plus, mais un support de plus dans l'information et la formation de nos concitoyens. Vous l'avez dit, et on l'a suffisamment aussi dit lors de la troisième édition, lors du 3e Festival mondial des arts nègres tenu ici. Parlant de la Renaissance africaine, il était question de raconter cette fois-ci l'histoire de l'Afrique, la vraie histoire, mais contée par les Africains. Donc c'était important que des personnes comme vous, comme docteur à côté de vous, puissent restaurer la vérité, nous dire notre vraie histoire. Parce que comme elle l'a dit dans son propos, quand on ne sait pas d'où l'on vient, on ne pourra jamais y retourner. Et les Wolofs parfois se trompent, ils disent que xamul fo jóge da ngay dellu fi nga jóge woon, mais dellu fi nga jóge woon, je crois que ñeel na ki fa xamoon. Soo xamul fi nga jóge doo dellu da ngay sànku ji. Donc merci d'avoir donné ces repères, merci de nous avoir ressourcés. Et je voudrais encore une fois, au nom du ministre de la Culture, vous féliciter et dire à Abdoulaye Diallo que le ministère de la Culture, dont c'est la mission, sera toujours à vos côtés pour la promotion de ces belles publications de dignes fils du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Amadou de ces belles paroles. Maintenant, à tout seigneur, tout honneur, on va écouter Awa pour qu'elle nous dise pourquoi avoir commis un tel ouvrage. Awa, à vous la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président de séance. Merci, Monsieur Amadou Ndiaye, d'avoir représenté le directeur, Monsieur Ibrahima Lo, qui est le directeur du livre et de la lecture. Et qui lui-même devait représenter Monsieur le ministre Abdoul Latif Coulibaly, empêché, mais qui avait accepté effectivement spontanément, quand j'ai contacté son épouse, ma petite sœur Diara Sow, de venir présider cette séance. Transmettez-leur autant Monsieur Ibrahima Lo que le ministre de la Culture, toute ma gratitude. Ma gratitude également à l'égard de son Excellence, l'ambassadeur de l'Algérie au Sénégal, représenté par Madame Asma Khelef. Merci Asma d'être venue représenter son Excellence. Remerciez-le de ma part et de tout ce que l'Algérie a fait pour moi et que le docteur Abdoulaye Diallo rappelait tout à l'heure, où on m'a ouvert vraiment les portes, parce que quand il est venu, il m'a dit, mais j'étais étonnée, je pensais trouver des hommes barbus et des femmes dans des burqas. Voilà que je trouve un peuple
des femmes modernes, ancrées dans leur culture. Je lui dis, ce que tu viens de me dire, Abdoulaye, c'est ce que j'ai dit au ministre de la Culture, au ministre des Affaires religieuses, au ministre des Affaires étrangères, et j'aimerais que tu ailles le dire au ministre de la Culture. Et comme il l'a rappelé, nous avons rencontré le ministre qui devait nous recevoir, mais c'est son chef de cabinet qui nous a reçus, et nous leur avons donné presque des termes de référence, comme disait le docteur, on doit faire ça, 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 pour que l'Algérie et l'Afrique subsaharienne se connaissent, et la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne, c'est le Sénégal. Voilà ce qu'il faudrait faire pour créer une unité au moins de cette Afrique musulmane, cette Afrique qui part du nord, du sud du Sahara, c'est-à-dire les pays, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye, et avec l'Afrique subsaharienne, aurait pu constituer un grand ensemble économique, parce que comme je disais à ma conférence à Mostaganem, avec les gaz de l'Algérie, les fruits et légumes du Maroc, les fers de la Mauritanie, les phosphates du Sénégal, juste pour prendre dans chaque pays juste un élément, l'artisanat du Burkina Faso et du Mali, le pétrole du Nigeria, nous aurions pu constituer un ensemble économique qui permettrait un développement durable et qui empêcherait nos jeunes de prendre des bateaux pour terminer soit au fond des mers, soit au fond des prisons européennes où ils sont traités comme des bandits de grand chemin. Et donc, nous devons constituer cette unité et tous les éléments sont là. Ma gratitude également à son éminence Thierno Macky Muntaga Tall, représentant de du khalife de la famille omarienne Thierno Madane Tall et de toute la famille omarienne. Et merci Thierno Macky d'être présent. Je sais qu'aujourd'hui on a beaucoup d'activités, dont le mariage de votre nièce, mais vous avez laissé tomber tout cela pour être là et en votre personne personnelle, du fait de nos relations personnelles de parenté, puisque c'est votre papa, comme il disait lui-même, Thierno Muntaga Tall, qui a passé le sein à ma maman, Rougiat Amadou Muntaga Tall. Mais aussi, vous êtes là pour représenter Thierno Madane Tall, le khalife de la famille omarienne, Thierno Seydou Muntaga, l'imam de la mosquée omarienne, et toute la famille omarienne, qui est en fait toute l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, et ses alliés. Permettez-moi d'exprimer aussi quelques autres remerciements à mon éditeur, Dr Abdoulaye Diallo. Il vous a dit comment il a laissé tout son agenda, suspendu tout son agenda pour venir en Algérie. Et il parle de ma spontanéité, mais il y a sa spontanéité aussi, et ces éloges. Je me rappelle quand je les ai invités à l'hôtel où le gouvernement algérien m'a installé, et ils étaient trois, il y avait Racine Sy, il y a Racine Senghor, excusez-moi, et Malik Khan, qui est aux États-Unis, et comme Malik disait, est-ce que cet hôtel, c'est un hôtel 10 étoiles avec une voiture de la présidence mise à ma disposition. Et quand on est rentré dans ma chambre, Abdoulaye a dit liggéey rek moo wóor, li yëpp c'est le fruit de ton travail. Et il en remet aujourd'hui et me rappelle des choses que j'avais même oubliées.
cette spontanéité de dire au ministre, je pense que vous deviez faire plus, je pense que, etc., etc. Vous avez laissé tomber ce que nos ancêtres avaient fait, parce que moi, quand mon grand-père, Cheikh Oumar Tall, quittait son Fouta natal pour venir à Fès, il fallait des mois et des mois et des mois. Aujourd'hui, si monsieur le ministre ou le cheikh de la Tariqa Tijani veut partir en Algérie, au Sénégal, il peut prendre son petit déjeuner au Sénégal, déjeuner à Dakar et retourner dormir chez lui, à Temassine, à Aïnoumadi ou à Alger. Donc nous n'avons plus le prétexte de dire, parce que nos ancêtres n'avaient ni la boussole et encore moins des téléphones intelligents pour faire ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont fait et nous devons prendre cela en main et le continuer. Je ne remercierai pas assez Abdoulaye et son équipe parce que perfectionniste, je ne suis pas une auteure facile à publier. Mais toutes mes demandes, à la limite des exigences de révision, de forme et de fond, ils y ont accédé, que ce soit Abdoulaye, que ce soit son responsable aux éditions, avec patience et même avec beaucoup d'élégance. Toujours avec le sourire, toujours avec le rire. Abdoulaye, je crois que je ne t'ai pas dit merci assez, mais merci. Merci. Toute l'équipe. Merci. Aussi à l'anthropologue québécois, professeur Serge Bouchard, un intellectuel occidental honnête, courageux et généreux, qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface de mon ouvrage, participant ainsi de façon admirable à la déconstruction de la falsification de l'histoire humaine. N'est-ce pas, Fatou? Tu as lu la préface. Elle était extraordinaire de la part d'un occidental. Et je voulais que ce soit Serge. Et ce fut lui, parce que je savais ce qu'il allait dire. Parce qu'il a la vérité historique aussi, c'est un homme honnête. À mon directeur de conscience, professeur Gilles Sagodira, de l'Université de l'île de la Réunion, qui m'a accompagné tout au long de l'air. Je lui dis, je voudrais que vous soyez mon directeur de conscience. Parce que je suis une personne indisciplinée. Je vais faire ceci et puis je vais l'abandonner pour aller ailleurs, faire autre chose. Et j'aimerais que vous me rappeliez à l'ordre à chaque fois que vous ne recevrez pas un chapitre durant un mois. Et c'est ça ce qu'il a fait. Donc il m'a accompagné tout au long de l'élaboration de cet ouvrage et dédié un poème presque à chacune des personnalités que j'ai présentées. Et il était au regret vraiment de n'avoir fait PEF pour toutes. À mon coach en communication, M. Abdawan, je ne sais pas s'il est arrivé ou pas, de Codestria, qui n'a managé aucun effort pour la promotion de l'ouvrage au Sénégal, ainsi qu'à ma nièce et Tokara, la journaliste Hawa Suleiman Bokarli. Aux membres de ma famille, mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines, mes filles, mes grandes et jeunes sœurs, qui m'ont toujours encouragé dans mes aventures intellectuelles et mes pérégrinations en tant que conférencière et écrivaine. À mes amis qui, à travers les réseaux sociaux, surtout Facebook, m'ont arrosé d'une pluie de félicitations et d'éloges pour la publication de cet ouvrage. D'ailleurs, j'ai dédié le livre à l'une d'elles et je lui disais à mon ami virtuel, parce qu'on se parlait souvent par Facebook, mais qui est devenu réel aujourd'hui. En plus, c'est la sœur, la grande sœur de ma petite sœur adorée avec qui j'étais à Montréal. Donc, merci à tous ceux-là qui m'ont envoyé des félicitations et m'ont envoyé également des souhaits pour que ce lancement soit un succès. À tous les parents et amis, camarades, qui ont fait le déplacement. Massamba Sassoum, le fils de Cheikh Anta, vient de m'appeler juste quand on était dans le taxi, n'est-ce pas, Taba, pour me dire je suis au regret de ne pas pouvoir être là, parce que, comme vous savez, il est médecin, et c'est lui qui doit coacher une équipe de football, en tout cas de sport, donc il doit être là, il ne pouvait pas se libérer. Alors, que dire à mon ami, ma sœur, Dr Fatou Sarr, qui a accepté spontanément la lourde tâche d'être commentateur de cet ouvrage. Je pense que Fatou a rappelé un événement que j'avais oublié, de me laisser avec son mari dans un appartement, ce qui avait scandalisé les sœurs de celui-là qui sont venues
presque m'attaquer, comme il a dit. Comme il a dit, en tant que petite fille de Cheikh Omar Foutiyou, le grand bagarreur, alors, tel qu'il a démontré aux Français, qui ont fini par l'appeler, appeler l'espace qu'il a protégé, comme Dateyella a protégé le Wallo, l'empire toucouleur de Cheikh Omar Tall. Je crois que Fatou, comme disait M. Ndiaye, ça fait très très longtemps. Lui de grec Moyaga. On s'est connus à des moments d'insouciance où on laissait nos foyers, on était avec un ami à faire du soupe kandji, à faire du thé, à manger du bopokhar. Voilà exactement notre ami Omar Ly, l'ami de Mahmoud Khan. Alors vraiment, c'est extraordinaire, cet acte, c'est un acte d'amitié. C'est un acte aussi de solidarité, aussi en tant que chercheur, en tant que spécialiste du genre, à faire la promotion de la femme. Et comme Abdoulaye le disait tout à l'heure, j'ai dit c'est Fatou Sarr et elle seule. Et je suis sûre que quand je lui ai envoyé un message, quand je l'ai appelée, elle était en dehors du pays. Elle m'a dit, ah ouais, je suis à l'extérieur. Je lui dis, quand est-ce qu'elle revient? Elle me dit lundi. Je lui dis, on t'attend. Et si elle n'avait pas pu être là, j'allais demander à Abdoulaye qu'on reporte le lancement. Et elle aussi, elle est invitée aujourd'hui avec les grandes dames, par la grande dame, la première dame du Sénégal, Madame Mariam Faye Sall. Elle décide de ne pas y aller pour être là. Je pense que Fatou, il n'y a aucun mot qui puisse exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de toi. Et vraiment, je ne sais que dire. Ababa Mal aussi, qui avait accepté spontanément d'être là, et malheureusement, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et paix à son âme, à cet ami qui est décédé. Et aussi, donc, sérénité dans le cœur de Baba et de ses amis. Je sais que c'est un homme d'amitié aussi, c'est un homme d'affection qui est très lié aux gens qui l'entourent et un homme très sensible aussi. Comme disait Fatou Sarr, cet ouvrage est dédié à la mère d'Obama, ce qui peut être curieux. Anne Stanley Dunham Obama Sotero. Un cœur à contenir l'humanité et qui a donné au monde un fils tel que Barack Obama. Tel que je le disais et que Abdoulaye rappelait aussi. Je dis simplement à toi, vaillante mère, qui a su lier les trois A. Amérique en tant qu'américaine, Afrique en tant que premier mari et premier enfant africain, Asie en tant que deuxième mari et deuxième enfant, une fille. En un gigantesque A comme amour. Car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'amour et de dialogue pour l'entente cordiale entre les peuples, les nations, les genres, les générations, en vue de la paix et de la sécurité mondiale. Fatou a beaucoup parlé, a présenté une présentation admirable du livre, mettant l'accent, comme je m'y attendais, sur le genre, sur les femmes. Mais je voudrais m'appesantir sur la dimension, sur l'apport de Cheikh Anta Diop dans ses études féminines, voire féministes. Car intitulé, comme on l'a dit, comme vous le savez, de la reine de Saba à Michelle Obama, cet ouvrage a été écrit selon le fil d'Ariane de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Car parmi le legs multidimensionnel de ce grand savant panafricain, figure un champ riche et peu connu et peu exploré, pourtant capital, à savoir son apport aux études féminines, voire féministes. Comme on le sait, durant 40 ans, c'est-à-dire de 1949 à 1986, pour ne pas dire toute sa vie, parce que cher contestant, même ses professeurs, a été renvoyé de tous les lycées du Sénégal. Et c'est en tant que candidat libre qu'il s'est préparé aux 2 bacs, lettres et maths, et qu'il a obtenu les 2, et ce qui lui a valu une bourse d'études qu'il a conduit en France et à tous les travaux qu'il a menés. Donc Cheikh s'est battu contre la falsification de l'histoire africaine
pour corriger les connaissances académiques et pour restituer au peuple noir son riche patrimoine civilisationnel. Comme le dit le portail de l'espoir africain, je cite, « En effet, l'écriture diopienne est celle de la conscience historique africaine et de sa restauration. » Dans ce cadre, Cheikh Anta Diop nous dit dans Civilisation et barbarie, à la page 14, je cite, « En nous fondant sur les données de la chronologie absolue, de l'anthropologie physique, de l'archéologie préhistorique, nous croyons avoir montré que l'Afrique est le berceau de l'humanité au stade de l'Homo erectus et celui de l'Homo sapiens sapiens. » Et que, ajoute-t-il, je cite toujours, toutes les autres races sont issues de la race noire par filiation, plus ou moins directe, et les autres continents ont été peuplés à partir de l'Afrique, il y a environ 150 000 ans. Les premiers négroïdes qui allèrent peupler le reste du monde, sortis de l'Afrique par le détroit de Gibraltar, par l'isthme de Suez et peut-être aussi par la Sicile et l'Italie du Sud. Fin de citation. De fait, dit Cheikh Anta Diop, affirme Cheikh Anta Diop, l'origine monogénétique et africaine de l'humanité devient chaque jour intangible. C'est dire qu'il n'y a qu'une et une seule race humaine et qu'elle est issue de l'Afrique. Thèse que Serge Bouchard explique de façon très belle dans la préface de mon ouvrage en ces termes. Je cite, « L'humain originel apparaît en Afrique. Il est beau, il est noir. Et c'est au cours des longues pérégrinations de ce puppet ambulant qu'une partie de l'humanité sortie du continent africain va peu à peu voir changer la pigmentation de sa peau. Littéralement, elle va perdre sa couleur. Au départ, donc, nous sommes tous du même terreau, de la même espèce. Nous sommes tous sapiens. Mais au fil des millénaires et des grandes migrations, les environnements naturels ont façonné nos traits, nos allures. Il restera toujours que le noir précède le blanc. Tout seigneur, à tout seigneur, tout honneur. Et croyez-moi, c'est un blanc qui le dit. Fin de citation. Serge Bouchard qui a préfacé mon ouvrage. De même, les démonstrations du professeur Cheikh Anta Diop montrant l'origine africaine de l'humanité sont corroborées par d'autres savants, tels que le célèbre paléontologue Yves Coppens, co-découvreur de Lucie. Rendant compte de sa conférence aux belles soirées de la faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, le journaliste québécois Daniel Baril nous dit, je cite, « Pour Yves Coppens, l'Afrique demeure le seul berceau. Il y a 100 000 ans, ajoute-t-il, l'ancêtre de l'Homo sapiens, apparu lui aussi en Afrique, quittait à son tour le berceau africain et partait à la conquête de la planète. » Fin de citation. Là aussi, c'est un blanc qui le dit. Partant de la paléontologie, comme Cheikh est parti de l'égyptologie, ils arrivent aux mêmes conclusions. Or, cet ancêtre féminin de l'humanité, que l'archéologue Yves Coppens a baptisé de Lucie, est une africaine. D'ailleurs, n'aurait-elle pas dû porter un nom africain? Je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone. Donc je disais que cet ancêtre féminin de l'humanité, que l'archéologue Yves Coppens a baptisé de Lucie, est une africaine. D'ailleurs, n'aurait-il pas dû lui donner un nom africain, tel que Kumba, ou Fatou, ou Awa, ou etc. Les Éthiopiens ont estimé que si, et l'ont baptisé à nouveau en lui donnant le nom de Dinkesh, qui veut dire en langue amharique « tu es merveilleuse ». C'est donc avec Jacqueline Sorel de la Radio France Internationale qui dit, je cite, « Jusqu'à ce jour, en tout cas, l'Afrique reste le berceau de l'humanité. Et Lucie est la première femme des origines dont on a pu reconstituer le squelette. Certes, nous dit Madame Sorel, demain peut-être la découverte d'une Africaine encore plus ancienne viendra détrôner Lucie et de son auréole d'ancêtre féminin de l'humanité. Mais pour le moment, Lucie ou Dinketch, l'Africaine, demeure la femme la plus vieille et la mère de l'humanité. C'est affirmer que l'Africaine est la mère de l'humanité.
En ce qui concerne le pouvoir et l'influence politique de la femme africaine, Cheikh Anta Diop dit, je cite, dans l'Afrique noire précoloniale, le régime matriarcal aidant nos ancêtres antérieurement à toute influence étrangère avait fait à la femme une place de choix. Non pas la courtisane, mais la mère de famille. Ceci est vrai depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours. Il ajoute, comme le démontrait Fatou Sarr, je cite, les femmes participaient à la direction des affaires publiques dans le cadre d'une assemblée féminine, siégeant à part mais jouissant de prérogatives analogues à celles de l'assemblée des hommes. Ces faits sont demeurés sans changement jusqu'à la conquête coloniale. Et Dr Fatou Sarr, qui est aujourd'hui le commentateur de ce livre, dans une de ses communications données au Musée de la Femme de Gorée au Sénégal le 3 février 2007, cette communication était intitulée justement, car elle est revenue plusieurs fois là-dessus, de Natayala à Aline Sitoé Diatta. Elle nous y dit, je cite, ce partage des fonctions que Cheikh Anta Diop démontre, renforçant les thèses de Cheikh, ce partage des fonctions permettait le respect de l'équilibre des lignées maternelles et paternelles. C'est de la royauté, fin de citation. Or, dans l'histoire de l'humanité, comme l'a démontré Fatou Sarr, la contribution des femmes a très souvent été occultée. Le triomphe de la révolution féministe avait permis de faire connaître un certain nombre de figures féminines en Europe et en Amérique, dont certaines avaient même été contraintes de prendre des pseudonymes masculins pour publier leurs écrits. Mais malgré l'importance des résultats de ces fouilles archéologiques qui ont déterré de nombreuses momies féminines des décombres de l'histoire universelle, il reste encore beaucoup à faire, surtout des côtés des Africaines, tant de l'Afrique du Nord que de l'Afrique subsaharienne. Triplement victimes de la domination masculine au sein de leur peuple, de la colonisation, de l'esclavage, de l'idéologie raciste et sexiste, malgré leur rôle capital, beaucoup de grandes figures féminines africaines, comme l'a démontré Fatou Sarr, restent méconnues ou peu valorisées. Moi-même, elle m'a, malgré mes fouilles, elle m'a appris certaines dont je ne connaissais pas. Et effectivement, ça a été un choix difficile d'en prendre quelques-unes et de ne pas prendre toutes, et chacune plus valeureuse que l'autre. Cependant, au cours du dernier siècle, des études de recherche menées par certaines féministes africaines telles que Fatou Sarr ou africanistes sont arrivées à sortir de l'ombre un nombre significatif. Ce faisant, comme dit l'historienne africaniste française Catherine Kokerovic dans Les Africaines, elle fut la directrice de thèse d'Abdoulaye Diallo, justement. Ce n'est pas étonnant que lui-même soit un féministe. Il dit un travail énorme attend historienne et anthropologue femme. À l'instar donc de Cheikh Anta Diop, nous nous inscrivons dans cette perspective du rétablissement des pages de l'histoire africaine écrites par les femmes. Il s'agit, par devoir de mémoire, de participer à une meilleure connaissance de la contribution à la civilisation universelle en mettant en relief leur personnalité hors pair, leur pouvoir spirituel, politique, économique, social et culturel, ainsi que leur influence au cours de l'histoire de leurs sociétés respectives et quelquefois celui du monde. Car beaucoup de femmes se sont vaillamment opposées à la conquête coloniale et à l'esclavage. Elles ont contribué au passé glorieux de l'Afrique continentale et diasporale et à son présent victorieux. Une Afrique victorieuse, dis-je bien, de 5 siècles de résistance et de capacité de ces peuples à rester humains, malgré les multiples supplices inhumains subis au fil des siècles. En conséquence, comme l'a si bien dit Fatou Sarr, l'ouvrage présente tour à tour des héroïnes d'hier et d'aujourd'hui, à savoir les résistantes féminines africaines qui ont jalonné l'histoire de l'Égypte antique à l'Afrique noire précoloniale. Elle vous parlait de Hatshepsut. Hatshepsut était déesse et pharaon 15 siècles avant Jésus-Christ. 15 siècles avant l'ère chrétienne. Alors, qu'on vienne nous dire qu'on veut nous apprendre à nous, Africains, de mettre les femmes à leur place, en situation de pouvoir, c'est bien étonnant. C'est que peut-être, comme disait Cheikh Anta Diop, l'Afrique a eu une amnésie et a tout oublié. Alors, elle résiste aujourd'hui à ces demandes qu'on estime venant encore du colonisateur, du dictat du colonisateur. Donc, de Madeka, dont Marek Alter, dans La Reine de Saba,
nous dit, je cite, « Elle était noire, elle était belle, elle subjuguait par son esprit guerrier, elle imposa la paix 9 siècles avant notre ère sur ce fabuleux royaume de Saba qui était à cheval entre l'actuelle Syrie et l'Éthiopie et le Soudan d'aujourd'hui. » Donc elle imposa 9 siècles avant notre ère sur ce fabuleux royaume de Saba, pays d'or et d'encens. Mais sa plus belle bataille fut celle de l'amour et de l'intelligence mêlée, comme disait Fatou Sow Sarr. De Makeda, donc, dis-je à Michelle Obama, première dame noire, maîtresse de la Maison-Blanche. Je répète, première dame noire, maîtresse de la Maison-Blanche. Et voilà pourquoi Michelle Obama figurait là. Nous évoquons donc les mémoires, comme a dit Fatou Sarr, des déesses égyptiennes, des reines africaines, des reines mères, des leaders africaines, afro-caribéennes, afro-antillaises, puis celles des personnalités d'aujourd'hui en Afrique et dans ces diasporas en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Du même coup, nous expliquons le genre en Afrique. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient d'ailleurs, c'est quelque chose qui était inscrit dans nos traditions. Antérieur, comme disait Cheikh Anta Diop souvent, antérieurement à toute influence étrangère, comme avait coutume justement de le dire Cheikh, afin que, eu égard aux spécificités culturelles et historiques de leur continent, la jeunesse africaine puisse s'approprier de cette page glorieuse passée de son continent et baliser les perspectives du genre ou équité femmes-hommes dans l'Afrique du XXIe siècle et du futur. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Awa Bokar Littal. Merci également, Monsieur Amadou Ndiaye, représentant le ministre de la Culture et également la direction du livre. Merci, Abdoulaye Diallo, directeur général de Harmattan. Nous allons permettre aux consoeurs et confrères de faire les interviews avec l'auteur. Merci.